Oui, D'abord, je ferai un petit mot d'introduction. Nicolas, si tu veux, on peut commencer à enregistrer, si tu es d'accord. c'est fait. Ok, très bien. Donc bienvenue à tous et bienvenue à Michael Elma, qui est en lien avec nous depuis Marseille. Donc pour cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des conférences que l'on met en place avec l'Artothèque cette année. L'Artothèque fête ses 30 ans, comme l'école d'art fête ses 30 ans aussi. Donc 1991, ça a été une date très importante pour la Réunion avec la mise en place de ces deux outils. L'école d'art avait commencé à exister bien avant, depuis 1987, mais ça a été en 91 en fait que l'ouverture officielle et l'accréditation a été, enfin officielle a été, comment dire, a été effective. Donc voilà, 1991-2021, cet anniversaire que l'on fête avec l'Artothèque, avec une série de conférences. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Michael, qui a des œuvres dans la collection de l'Artothèque, mais aussi, me semble-t-il, dans la collection du Fonds régional d'art contemporain. Donc, je vais laisser la parole à Michael. Le principe, c'est qu'il parle de son travail, de sa démarche et qu'il y ait un échange ensuite avec le public voilà, qui pourra poser des questions et faire en sorte que ça soit aussi vivant et participatif. Donc, voilà, bonne conférence à tous. Et donc, Michael, je te passe le micro. Voilà. D'accord. Alors, donc moi je vais commencer par, depuis le moment où j'étais encore aux Beaux-Arts, hein, parce que quand j'ai lu le petit texte de présentation du responsable de la communication, il y a un petit texte qui a fait paraître sur le Facebook, où elle mentionne que ce qui caractérise un peu mon travail, c'est qu'il y a une maîtrise un peu de savoir-faire très classique, et puis en même temps, c'est moderne, quoi. Les deux sont associés, c'est contemporain. Et bon, c'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque, surtout par rapport à la gravure, parce que quand j'étais à Lumini, déjà, il y avait certains profs qui nous mettaient en garde contre la pratique de la gravure. Ils voyaient ça comme un poids dans la production, quoi, de la gravure elle-même, le poids de l'artisanat, la maîtrise de l'outil, la nécessité d'avoir des outils très affûtés, tout ça qui souvent prenait le pas sur l'expression des étudiants et des graveurs, souvent, parce que moi je l'ai vu, effectivement, ça aussi, des fois, souvent il y a des œuvres qui semblent être un peu enfermées dans la condition de la pratique. Et donc, je tente de m'expliquer là-dessus, quoi. Si on fait la remarque, c'est parce que peut-être aussi j'ai pris un chemin qui est celui de la maîtrise, justement, des outils quand il s'agit de la gravure, mais aussi des moyens de la gravure en tant que du dessin, de la forme qu'on utilise. Tout ça. Et donc, là, j'ouvre mon dossier académique, c'est-à-dire que donc, quand j'étais à l'école, j'arrive à Lumini en 77. Et là, il y a toute l'école de support surface qui est là. Et Marseille passe pour être la meilleure école en France sur le plan de l'art contemporain parce qu'il y a toute cette équipe qui est là. Mais cette équipe-là, à l'époque, bon, il y a eu, on est 77, ça fait, on n'est pas encore 10 ans après mai 68. Hein, donc la table rase de mai 68 et l'idée, comment dire, l'idéologie révolutionnaire qui habitait tout le corps enseignant, quoi, à l'époque. Et donc, il y avait cette idée de table rase aussi. Et il n'était pas nécessaire d'aller dans les musées, qu'il fallait oublier la maîtrise académique, le savoir-faire académique, on pouvait laisser ça de côté pour être dans une expérience plus directe et que tout est permis. Voilà. Mais voilà, découvrant cette situation-là, moi, je me suis acharné pendant mes 5 ans de Beaux-Arts. Je n'ai pas abandonné mon rêve, hein, c'est-à-dire que bon, avant de rentrer aux Beaux-Arts, je dessinais déjà. Et donc, mes références à l'époque, quand on est à La Réunion, on est très loin de l'art contemporain qui arrivait, qui s'était emparé un peu des écoles
qui remettait tout en question. Donc, j'arrive avec mes repères, ils sont très classiques quand même. Je ne connais pas du tout ce qui se passe en art contemporain. Et donc, voilà, j'ai ce rêve de maîtriser le dessin. Et donc, pendant 5 ans, je vais m'acharner à ça. Mais je ne vais pas m'enfermer aussi dans le savoir académique. J'étais un des seuls étudiants à l'époque qui, en étant dans la première année, deuxième année, dès qu'il y avait les bilans en troisième, quatrième, cinquième année, j'allais voir ce qui se passait dans tout, partout, en communication, en art et tout. Donc, je me confrontais aussi avec ce que c'était que l'art contemporain, tout le questionnement qu'il y avait. Et j'étais enfermé, je ne m'enfermais pas dans ce rêve de la maîtrise d'une expression académique. Voilà. Je voulais préciser ça pour la remarque qu'il y a sur ce petit texte et que d'autres personnes me font aussi parfois quand ils regardent mes gravures. Et ils me disent il y a une maîtrise, mais ce n'est pas fermé aussi. Voilà. Moi, je pense que ça vient de là. Et notamment, quand je dis ça, j'ai en tête une critique là dans Télérama, il y a un chroniqueur sur l'art qui rend compte des expositions chaque semaine. Et j'ai oublié son nom, ça. Et donc, il parlait du dessin la dernière fois. Justement, depuis plus de 10 ans maintenant, un petit moment, une quinzaine d'années, peut-être même plus, il y a une façon, beaucoup de jeunes artistes contemporains qui calquent, qui utilisent la forme, qui font les contours et tout ça. Et donc, il fait toute une remarque hein, par rapport à ça, comment le dessin, il devient il perd son expressivité. Alors, c'est une forme de dessin qui est très répandue maintenant, tout à fait reconnue dans les galeries d'art. Hein, ça n'arrête pas. Les jeunes artistes qui arrivent présentant leur travail à des galeristes, ça ne les arrête pas à la porte, ils peuvent rentrer dedans. Mais c'est un questionnement, moi ça m'avait interrogé à l'époque et donc voilà, j'ai lu cette critique-là de manière... c'est un questionnement qui est valable. Alors maintenant je vais passer à... C'est dans le prolongement de ce que je faisais par rapport au dessin, j'ai aussi une pratique donc là qui est dans le registre de... C'est ce que j'ai continué aussi après, hein, de faire des portraits, de maîtriser. Michael, excuse-moi, est-ce que tu peux ouvrir à chaque fois tes images parce qu'on les voit en petites vignettes et si tu les ouvres, ça sera en plein écran, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Comme ça. Je pensais que tu allais le faire à un moment donné, mais là, je vois que tu as changé de dossier. Si tu peux peut-être cliquer dessus pour que ça soit en plein écran. Là, je suis en plein écran, tu le vois? Non, là, nous, on voit les petites vignettes. Je ne sais pas si les autres… Il faut ouvrir l'image. Il faut ouvrir l'image, sinon ça ne s'affichera pas en grand. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par ouvrir? Il faut double-cliquer très vite sur l'une des images et en fait, ça va s'ouvrir après. Ah, oui. Par exemple, sur l'autoportrait, double-cliquer dessus. Non, mais je pense que vous êtes vous êtes en train de montrer la fenêtre où il y a les images et que la fenêtre où l'image s'est ouverte, enfin, vous devriez changer de fenêtre en fait dans votre partage d'écran, je pense. Normalement, il est sur l'écran, donc on devrait pouvoir le voir. Essayez de réduire la fenêtre pour voir, justement. Cliquez sur ce bouton-là. Oui, cliquez 2 fois. Clique 2 fois, Michael, dessus pour voir si ça s'ouvre. Tu cliques sur autoportrait 2 fois pour voir si ça peut s'ouvrir plus grand. Ouais, c'est ce que Nora disait, c'est qu'en fait, c'est sûrement affiché derrière. Donc, faut juste réduire cette fenêtre-là. Donc, cliquez sur ce bouton-là, que vous êtes sur là où votre souris est dessus. Cliquez dessus. Cliquez là-dessus. Là. Juste là où il y a votre souris. Oui, mais là, non, ça marche. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez arrêter le partage d'écran après le redémarrer parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci avec ça.
Alors, Bah, du coup, ouais, non, c'est en partage d'écran normalement. C'est pour ça que je suis un peu confus. Donc, oui, bah, arrêtez le partage d'écran 2 secondes. Donc, la petite, normalement, il y a une barre verte quelque part. oui. Et vous allez dessus et vous faites arrêter le partage d'écran. Euh, voilà, attendez. Voilà, maintenant, refaites partage d'écran et sélectionnez bien écran. Mais il me semble que c'est ce que vous aviez fait vu qu'on vous voyait aller de dossier en dossier. Donc, c'est curieux. Voilà, je ne vois pas. Alors, c'est sur la fenêtre du Zoom, vous vous rappelez? En bas, il y a un bouton vert marqué partage d'écran dessus. Mais moi, j'ai un truc, un bouton vert, c'est marqué écran partagé. Oui, oui, ben c'est ça. C'est ça. Appuie dessus. Alors, attendez. Partager. Est-ce que là, vous voyez Voilà, c'est bon. là? Super. Oui, c'est bien. Merci. Bon. Je reviens. Voilà. Au format, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Voilà, donc ça fait partie de mon entraînement au dessin auquel je me suis acharné pendant mes années et après, parce que c'est une pratique qui est toujours courante. J'ai bien en tête la pratique ordinaire de Matisse, qui commençait ses journées tous les matins par une séquence de dessin. Voilà. Bon, moi, je n'en fais pas de même, hein, mais ça reste quelque chose qui est régulier, quoi. J'ai toujours des carnets de dessin que je remplis. Voilà, et quand je change de dossier, je passe à… lorsque je veux changer de dossier, là. Normalement, vous fermez juste la fenêtre de la photo et ensuite Oui. voilà, vous naviguez normalement. Voilà. Si vous mettez sur la croix là. Ah, non, là, vous venez d'arrêter le partage d'écran. Voilà. Du coup, il faut le réactiver. Donc, comme tout à l'heure, sur la fenêtre du Zoom, voilà. Voilà, c'est bon, on est de retour sur le. Là, on voit de nouveau, c'est bon. Ah, voilà. Bon, après, moi, je vais passer. Donc, est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est Attendez. bon. Là. Donc, ça, c'est le travail que je continuais en dessin et en gravure. Donc, dès que j'ai commencé à faire de la gravure, ça a été donc d'essayer un peu toutes les techniques, hein, depuis les plus faciles, les plus évidentes, comme la pointe sèche, jusqu'au burin et la manière noire. Et dès le départ, c'était de les utiliser. Je ne cherchais pas vraiment à, comment dire, à trouver une ligne directrice par rapport à un travail à fournir qui montrerait déjà comment dire, une précision intellectuellement dans la production de ce que je faisais, mais plutôt une pratique, quoi, une expérimentation permanente dans toutes les techniques. Et justement, ce que je refusais, c'était de ne pas, de fuir justement ce qui apparaissait comme les plus difficiles, comme le burin, par exemple. Mais c'est vrai que dès lors qu'on a une admiration, une grande admiration pour certains artistes, eh bien, on accepte de mettre les pieds là où ils les ont mis. Et c'est sûr qu'un graveur comme Dürer, Albrecht Dürer, eh bien, c'est lui qui m'a engagé à pratiquer le burin, que j'ai continué encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça c'est le genre de pratique, à la fois en dessin
et en gravure sur un thème bien particulier que je vais nommer maintenant. Eros est un acteur. À l'époque, je ne les avais pas nommés comme ça, cette suite, mais aujourd'hui, où je me comprends mieux, on se comprend mieux, hein, quand on a, avec l'âge, même ces jeunes années, je peux nommer, mettre des noms sur des choses que je faisais, qui arrivaient à mon imagination, mais que je n'arrivais pas sans doute à faire, à préciser, quoi, verbalement. Alors là, un travail comme celui-là, c'est un travail qui a influencé, je ne sais pas si vous connaissez, Hans Bellmer. C'est un graveur allemand aussi, comme on dirait, qui est très différent parce que c'est que des gravures au trait, au burin, mais juste quelques traits. Alors, chaque fois, je suis un peu perdu lorsque... Là, vous avez juste à, si vous voulez changer de dossier, vous avez juste à changer de dossier. En fait, on voit exactement ce que vous voyez. Et là, je ferme. Recherche. Alors, après, on va dire que là, j'arrive au moment où je commence. Bon, c'est terminé l'école. Hein. Les beaux-arts, c'est terminé et je rentre dans ma situation d'artiste, puisque c'est... Il y a un moment, dans la sortie de l'école, hein, il faut se déterminer, avoir foi, parce qu'on sort des conditions très sécurisées. Lorsqu'on est étudiant, on a toutes les barrières autour de soi, et là, on est face à... On envisage un peu l'avenir, les moyens de subvenir à son ordinaire, se loger, s'habiller, manger, et voilà. Donc, c'est des questions qui se posent. Et je pense que cette gravure-là, au moment où on se pose, où je me posais des questions, et elle était, ça exprimait quelque chose de profond, quoi, dans les incertitudes qui m'habitaient et la conscience aussi de ce qui pouvait arriver comme cheminement difficile, quoi, pour pouvoir continuer dans cette voie. Voilà, donc, et là, donc, je continuais ma recherche en gravure aussi. Ça, c'est une manière noire, par exemple. Et, en général, les gens qui voient, quand on pratique la manière noire, j'ai souvent vu des gens qui ont tendance à utiliser la manière noire pour imiter la photo. Bon, je ne vois pas l'intérêt, autant faire une photo. Donc là, je vois que comment dire, ce que j'ai essayé de faire là, c'est à partir de la manière noire, faire un travail graphique de ligne, ce qui est quand même un peu ardu et pas évident. Là aussi, ici, c'est un travail de burin où j'associe le burin et la manière noire. Et c'est seulement un travail sur la ligne où la forme, elle apparaît, mais où il s'agit là, et par exemple, c'est un burin assez particulier, puisque c'est des burins qui font plusieurs lignes en même temps. C'est à la fois pour tenter de maîtriser le geste, mais pour faire des expériences formelles aussi. Et le sujet n'est pas important. En fait. Alors ça, c'est un dessin. Je crois que le portrait, il est à l'Artothèque à La Réunion. Et donc, c'est d'autres des recherches formelles au niveau dessin. Je ferai aussi une interprétation de ce portrait en gravure, là aussi. Bon, voilà la recherche. Là. À l'époque, je ne travaillais pas sur la colorisation, hein, mais cet artiste africain me renvoyait vers quelque chose où je tentais d'exprimer en considérant la forme de l'art africain.
Là aussi, c'est une manière noire. Alors, si la pratique de manière noire consiste à saturer, à faire un noir avec le berceau, là, je tente une expérience où je ne sature pas la planche pour avoir un fond parfaitement uniforme et tout ça, et avoir tout un graphisme dès lors qu'on commence à utiliser son grattoir pour faire apparaître une image, et de faire de ce qui apparaît comme un défaut, puisque le principe, c'est d'avoir cette saturation pour avoir un noir uniforme et d'en faire d'avoir des gris intrinsèques à la forme qu'on utilise, et d'avoir une forme un peu vaporeuse. Ça, c'est toujours un travail de recherche. Là, par contre, ça, c'est un dessin. Alors, tout à l'heure, je disais que j'avais quitté l'école. Non, ça, c'est une suite de dessins parce que j'ai voulu montrer ça parce que c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant de dire quelques mots par rapport à ça, justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'art contemporain. Comme quoi, c'est quelque chose que je découvrais à l'école et auquel je ne me suis absolument pas fermé, mais je tentais de comprendre aussi, quoi. Et voilà, c'est une certaine suite, quelques dessins là, où je fais un travail là de dessin qui était sous l'influence d'un artiste à l'époque qui était connu, c'est Gafgen, par exemple, et Titus Carmel aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est des artistes ici, c'est des dessinateurs, hein. Pareil, avec une maîtrise de dessin, là. Mais ce qu'ils produisaient me laissait dans l'expectative. Excusez-moi. Oui. Oui, est-ce que c'est possible pour vous de l'écrire ou de l'épeler, le nom de ces artistes? Parce que moi, je ne connais pas du tout. Alors, Gafgen, c'est Gafgen. C'est un Allemand, c'est son nom. Et l'autre artiste, c'est un Français, il s'appelle Titus Carmel, avec un trait d'union, Titus, T-I-T-U-S, trait d'union, Carmel, C-A-R-M-E-L. Ok, merci. Voilà, donc, alors c'était celui-là, c'est une suite de dessins qui se réfèrent à la fois à des dessins de Botticelli, enfin des peintures de Botticelli, que j'ai interprétées en intégrant à l'intérieur des formes qui réfèrent justement à ces deux artistes, Titus Carmel et Gafgen. Et celui-là, alors là, ce que je pourrais dire, justement, c'était, bon, ça dit mon attitude à l'époque, c'est-à-dire que chez ces artistes-là, il y avait quelque chose, bon, grande habileté dans le dessin, qui me captivait, mais ce que je ne comprenais pas, c'était pour faire un dessin, donc, alors je passe, par exemple ici, voilà, il y avait cet artiste, notamment Titus Carmel, faisait des choses qui avaient une forme, ça dégageait finalement un certain nihilisme, je trouvais. Et ça me bloquait beaucoup. Je trouvais ça souvent dans l'art contemporain. Et en fait, voilà, cette suite de dessins-là, je tentais de poser une critique. Je n'avais pas les mots pour le dire. Je ne sentais pas la force intellectuellement de prendre la parole pour tenir ce genre de propos. Mais de dire, par exemple, que leur travail, je le trouvais nihiliste. Alors, il aurait fallu me le défendre, ça, ce point de vue. Et je n'étais pas assez armé intellectuellement pour faire ça. Et aujourd'hui, je comprends un peu comment ça se situait, pourquoi ça arrivait à l'époque. Et je me souviens, j'entendais des intervenants qui venaient aux Beaux-Arts, par exemple, que ce soit des
en histoire de l'art, des écrivains, des poètes. Et il y avait quelque chose qui revenait souvent, c'est qu'on ne peut plus faire de la poésie après Auschwitz. Alors là, en même temps, je me dis, ben oui, on l'affirme, mais c'est que, ben on le fait quand même, en fait. Alors, il y avait quelque chose comme ça, cette manière de... Enfin, moi, ça provoquait chez moi une expectative. Et cette dimension nihiliste qui sont dégagées, j'avais un peu de mal avec, quoi. Et sans doute, c'était une manière de me débarrasser de cette contradiction-là. Alors, voilà, donc à cette époque-là, cette suite de dessins, elle porte ça. Elle porte cette expectative. Et voilà, et c'est un moment de dépassement, quoi, de ces questions. Voilà. Alors, il faut utile de vous dire que, par exemple, ce dessin, il est inspiré de Carpaccio. Alors, c'est un artiste de la Renaissance, hein, Carpaccio. Et là, ça doit être un saint, je n'ai pas retenu le nom. Et j'ai substitué à la tête de ce saint, j'ai mis là le portrait de Gérard Titus Carmel, et avec ce que lui produisait comme dans ses dessins, qui était comme une forme de pourriture, de désintégration. Et voilà, j'ai introduit ça dans le dessin de Carpaccio pour exprimer ça, quoi. Oui, parce que ce que je notais aussi, c'était que la perte de représentation de l'humain à ce moment-là, souvent. Et donc, voilà, ça m'a habité, ces choses-là, ces difficultés m'habitaient, et j'ai essayé d'exprimer ça, quoi. Et là, vous voyez, par exemple, quand je dis la disparition de l'humain, c'est plus qu'une silhouette là sur le mur qui est comme une ombre. Et effectivement, aujourd'hui, avec le recul, lorsque je regarde ce dessin, moi, je pense à Hiroshima. Et donc, c'est sûr. Et aujourd'hui, ce que je pense véritablement, c'est qu'il y a une dimension dans l'art contemporain de l'époque qui était profondément marquée par ce qui était passé au moment de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais après, c'est intéressant, si vous voulez, comme question, c'est-à-dire, est-ce que là, tout cet art contemporain, bon, de toute façon, on sait que Dada, par exemple, est-ce qu'il y aurait eu le mouvement Dada s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale? Il est fort possible que non. C'est-à-dire que la forme d'art, elle est inscrite historiquement, mais par rapport à toute une situation politique aussi. Mais elle est inscrite historiquement, mais elle est inscrite géographiquement aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces derniers temps, on parle maintenant des Chagos. Est-ce que si on est un Chagossien, on n'a aucun pouvoir sur le monde. Vous voyez? Est-ce que si on dit on ne peut plus faire, après juste on ne peut plus faire de la poésie, on ne peut plus faire de l'art, à qui on s'adresse? Est-ce que le Chagossien qui n'a aucun pouvoir sur le monde doit recevoir ça avec l'induction nihiliste qui accompagne cette interrogation? Vous voyez? C'est une question qui vaut la peine d'être posée, je pense. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes, mais moi, je ne sais pas ce que c'est un chagossien. Les îles Chagos, ce sont des îles qui sont dans l'océan Indien, un peu au-dessus des Comores, pas au-dessus des Comores, au-dessus des Seychelles. Et c'est là où se trouve la base de Diego Garcia. Et je ne sais pas si vous connaissez Diego Garcia. Diego Garcia, c'est la plus grande base américaine, états-unienne, en dehors des États-Unis. C'est de là que partent, par exemple, tous les bombardiers pendant la guerre d'Irak.
récemment, ils sont partis de là. Et s'ils sont là aujourd'hui, les États-Unis, c'est parce que avec les Anglais, les Britanniques, ils se sont entendus pour déplacer secrètement la population des Chagos en 1972. Et par la force, hein, ils sont arrivés, ils les ont mis dans des bateaux et dispersés, qui en Angleterre, qui à l'île Maurice, qui aux Seychelles. Et c'est une histoire qui mérite d'être connue. Et il y a une romancière française, je n'ai pas le nom en ce moment, mais j'ai retenu le titre de son livre. Ça a été publié maintenant, il y a peut-être 3 ans. Ça s'appelle « Rivage de la colère ». Elle raconte cette histoire. Voilà. Ok. Je pense que c'est quelque chose, ça mérite d'être connu. Vous voyez? Merci. Alors, après, là, je suis... Mais quel rapport avec la poésie, du coup? Parce que vous parliez de poésie. Ben, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que dans les années 70, au début des années 80 encore, comme je vous disais, il y avait les poètes, les philosophes, les critiques d'art affirmaient que peut-on faire encore de la poésie ou de la peinture, de l'art, quoi, après Auschwitz. Et donc, aujourd'hui, en connaissant, en ayant conscience, quoi, que de ce fait historique, hein, des forces en présence qui ont déclenché cette affaire, qui sont les grands pays. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle George Steiner, il est décédé maintenant il n'y a pas très longtemps. C'est un philologue, intellectuel, hein, européen. À un moment, il disait, je l'ai entendu, je l'avais vu aussi, parce qu'il avait été reçu à apostrophe quand il disait ça, c'est que ça restera une interrogation, parce que l'Allemagne, à l'époque, quand même, c'était un pays, ben c'est l'Occident, hein, un grand pays avec. Et il disait que c'était là où il y avait la plus haute affirmation en qui concerne la philosophie, les arts, et que c'est dans ce sommet de la civilisation qu'a été accomplie la plus grande barbarie. Vous voyez? Eh bien, les Chagos, ce n'est pas le sommet de la civilisation, ce n'est pas le sommet de la puissance. Et quand bien même ils auraient été habités par la plus grande méchanceté, ces Chagossiens, ils n'auraient jamais eu les moyens d'accomplir ce qu'ont fait les nazis au moment de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez? Et c'est pour ça que je dis, mais géographiquement, et cette affirmation-là, qui peut parfois créer des blocages, créer des expectatives, elle ne doit pas accabler le monde entier. Vous voyez? Il y a des petits peuples qui ne sont pas rien dans la destruction du monde. Et aujourd'hui, on peut parler, on peut avoir un même point de vue sur, par rapport à la dégradation de l'environnement. Vous voyez? J'ai vu un film qui a été fait sur un photographe brésilien, s'appelle Le sel de la terre. Et c'est le cinéaste allemand qui a fait Paris, Texas. Son nom ne vient pas. Et à la fin, donc, il visite une tribu indienne qui vit en Amazonie et qui reste en retrait du contact avec la civilisation, on va dire. Eh bien, il est sûr que ce ne sont pas eux qui dégradent l'environnement à l'heure actuelle. Ils vont subir la dégradation, mais ce n'est pas eux qui le font. Voilà, maintenant, je passe sur un autre volet. J'ai appelé ça affirmation.
Voilà. J'ai appelé cette suite d'images, de dessins, de gravures repris à l'acrylique, en couleur, affirmation, parce que là, alors vous voyez cette composition-là, ici, sous la flèche, c'est une pierre que j'ai ramenée avec moi lorsque je suis revenu en 81, ici à Marseille, parce qu'il y a eu une interruption dans mon cursus d'étudiant aux Beaux-Arts, une interruption d'1 an pour faire un service militaire, ça existait encore à l'époque. Et donc là, quand je suis revenu, j'ai ramené cette pierre, un bout de lave, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc là, il y a une composition où il y a ce personnage avec le casque, parce qu'entre-temps, je me suis forgé une espèce de mythologie, une histoire personnelle, symbolique. Et tout à l'heure, la gravure, je disais qu'il fallait avoir la foi maintenant pour continuer ce travail. Eh bien, oui, c'était la foi que j'avais, moi, pour continuer sur la voie artistique. C'était que je devais continuer en tant que réunion sur cette voie artistique. Lorsque je quitte la Réunion en 77, il n'y a pratiquement pas... Il y a ce petit musée Léon Diax où il ne se passe pas grand-chose. Pratiquement, il n'y a rien comme actualité artistique, pratiquement sur les... Ce sont des gens un peu isolés comme ça, qui ont des pratiques, chacun dans son coin. Et donc, ma présence ici au Beaux-Arts, ça m'a fait découvrir comment ce pays qu'on appelle la France est couvert de musées, de richesses culturelles, une richesse culturelle immense. Et qu'il appartient aux artistes de produire ce patrimoine et de produire cet enrichissement. Et que c'était une voie valeureuse à prendre. Et donc, voilà, je vais produire ça. Et dans tout ce qui va suivre, ça exprime ça pour moi. Ici, on va voir, cette pierre, elle revient ici. C'est une construction là avec mes outils de gravure. C'est une manière de manifester mes armes, de montrer mes armes, de faire art avec mes armes, puisque sur la gravure précédente, vous voyez ce personnage, il porte un casque. Hein, c'est l'image du chevalier. Là, c'est pareil, ça revient toujours, ce casque, c'est des outils. Et là, je pense que c'est assez explicite aussi. Hein. Je suis certes au loin, il y a la mer, il y a la pierre de l'île, et une image allégorique là, d'espérance. Alors ça, c'est pareil, là, je montre, ce sont des figures de chevaliers qui étaient, à l'époque, il y avait, aujourd'hui, peut-être à Paris, il reste encore des cinémas d'art et d'essai, mais à Marseille, donc dans les grandes villes, avec des étudiants, il y avait ça. Et donc, ça a été une découverte, ça aussi, hein, pendant mes années d'étudiant et après aussi, je continuais, je fréquentais ces salles de cinéma. Et là, aujourd'hui, en regardant à nouveau, pour constituer les dossiers pour ce moment-là, et j'ai repensé donc à ce qui m'aurait amené à faire ce type de dessin. Et j'ai repensé au Parsifal. C'est quelque chose que... Alors, il y a un cinéaste qui s'appelle Cyberberg, qui a produit un film d'après l'opéra de Wagner. Et j'ai vu ce film en 4 ou 5 fois, je crois. Et il est évident qu'il y a dans cette production d'images comme une identification au personnage de Parsifal. Alors là, c'est
pareil, hein, c'est le travail avec cette pierre, une manière d'associer cette pierre qui est comme un cœur aussi, hein, pour moi. C'est-à-dire ce que j'affirme en fait dans ce travail, c'est que quand tout en étant très loin, en étant ici, et en faisant le choix de continuer à être artiste à Marseille, c'est de garder ce lien, quoi, de garder ce lien indéfectible avec mes origines. Alors, dans un premier temps, c'est quelque chose d'un peu instinctif, je dirais, mais ça va prendre tout son poids au fil des ans. Et jusqu'à, comment dire, quoi, être dans une affirmation par rapport à ce qui travaille la société à l'heure actuelle. Celle-là, vous oubliez de la basculer. Voilà, c'est des constructions un peu allégoriques, hein. Avec ici, c'est une image. Par exemple, ce lion qui est là, c'est à Marseille, le musée des Beaux-Arts de Marseille, dans une enceinte, à l'entrée d'un parc qui s'appelle le parc Longchamp. Sur le portail de ce lion, de ce parc, il y a 2 lions à l'entrée. Donc là, c'est la figure symbolique du lion qui m'intéresse, hein, parce que pour être artiste, il faut avoir une certaine sensibilité, mais il faut avoir aussi une certaine force aussi. Voilà. Et là, je passe. Là, je vais terminer sur 2 petits dossiers là qui, j'ai appelé ça affirmation. Et je commence véritablement. Je sais sur quoi je vais travailler. Je sais. J'ai une certitude maintenant. Quand je commence à faire ce travail. En 1986, je commence la journée en écoutant la radio et sur France Inter. Et il est annoncé qu'il y a un local qui sert de mosquée dans un petit village, une petite ville, dans la région de Grenoble, qui a été défoncé. Et c'est un acte certainement pas d'amitié envers une partie de la population de notre pays. Voilà. Et donc, j'en suis abasourdi d'un tel fait, quoi. Et je me dis, mais pourquoi les gens ne comprennent pas que la population française est en train de devenir réunionnaise? Tout simplement ça. Vous voyez? Avec tout l'apport d'immigration. Je me dis, mais pourquoi ils ne voient pas ça? C'est seulement ça. C'est rien. Et donc, c'est là où je commence à me dire, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sur la question de l'altérité. Sur le devenir du monde, le devenir de la société française, puisque je vis dans. Mais, et plus tard, je me dirais, quoi, c'est un devenir du monde, c'est que la société française, elle devient réunionnaise, elle devient une société multiculturelle. Et voilà, il faut l'affirmer. Il faut trouver les moyens de l'affirmer. Et les premiers pas dans la tentative de cette affirmation, eh bien, je vais m'investir parce que là encore, je ne me sens pas armé intellectuellement. J'ai juste ma sensibilité de réunionnais, mon expérience de vie réelle en tant que réunionnais dans la diversité, société du divers réunionnais. Et donc, je me rabats sur ce qui m'a été inculqué depuis
mes plus tendres, ma plus tendre jeunesse, quoi, hein, c'est-à-dire que là, j'en viens, je repense à mon enseignement religieux, quoi, carrément. Hein, c'est-à-dire, voilà. Et je fais une interprétation en rabattant l'un sur l'autre, hein. C'est-à-dire que l'image, le pain, je le prends comme un astre, comme un astre, c'est comme la terre, quoi. Donc le langage qui dit le moment du rituel où on partage le pain et le vin, ben oui, on peut partager. C'est juste une manière de parler d'autre chose aussi, c'est-à-dire que lorsque je superpose cette image du pain sur la terre elle-même, qui est comme une miche de pain, une boule, parce que si vous regardez, après, vous voyez, voilà, ben, c'est un paysage. Vous voyez, c'est en voyant le paysage dans la miche de pain que je fais ce rabattement, cette superposition de l'un sur l'autre. Et je me dis, ben, il faut partager la terre, quoi, comme on partage le pain. Et je vais produire comme ça une suite de peintures, de dessins, de gravures, avec cette vision-là. Et donc là, vous voyez, c'est comme un paysage, mais c'est juste la croûte du pain. Là, je le place dans une vision plus cosmique, avec en bas des morceaux de cette croûte de pain. Ça, c'est quelque chose aussi qui court tout le temps dans mon travail, le cosmos. Et je me trouve, dans cette vision-là, je me trouve dans la perspective d'une interprétation de l'apparition de la Terre, de la vie sur Terre, une explication scientifique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui dit que c'est pas une vision, c'est une explication qui vaut, je pense, que tout à fait plausible, hein, c'est que les molécules qui ont créé la vie sur Terre, elles viennent du cosmos. Donc, nous, on vient des étoiles, on est habité par l'infini. Et c'est absolument incohérent et très contradictoire avec des mentalités qui s'enfermeraient dans des territoires en quête d'exclusivité dans leur rapport avec ce territoire. Moi, je préfère être un être astral, assumer la dimension de l'infini. Et là, dans cette forme, par exemple, ce que je cherche à dire, c'est que dans les représentations, sans doute, vous connaissez la forme des tables de la loi. Alors, je reprends ça, et plutôt que de faire figurer des textes, c'est l'intérieur de ce pain, c'est la mie. Donc, à travers l'image, c'est encore cette expression-là. La nouvelle loi, c'est ça, quoi, partager la terre, partager le pain, partager la terre, devenir un être des étoiles sur cette terre. Et là, ce sont des gravures de manière noire, c'est pareil, hein, c'est toujours ce paysage à partir de croûte de pain. Alors là, je vais commencer ici. Voilà. Alors ça, c'est un autre moment qui est très important dans mon travail, dans l'évolution de mon travail. Et donc, vous le voyez, là, je reprends. Hein, il y a ce petit verre d'eau et cette miche de pain. Et donc, je tente de faire cette gravure, elle est dans certains formats. Hein, je crois elle était un peu plus grande que le format raisin.
Donc, je m'acharne sur cette gravure-là, et puis au bout d'un moment, je trouve que ça ne va pas du tout. Et donc, je l'ai imprimé. J'en étais pas du tout satisfait. Je l'ai reprise à la couleur, en dessin. Et puis, j'ai fini par tout découper, réassembler. Et dans un premier temps, voilà, il y a un travail comme ça de déconstruction, quoi. Et je pense que ouais, c'est quelque chose, c'est un moment qui est fondamental. Parce que là, bon, en même temps, c'est comme une porte, là. Je défais cette vision qui est pas assez large, quoi, ce retour comme ça sur le religieux pour tenter d'ouvrir l'espace. C'est pas suffisant. Et effectivement, dans un premier temps, je suis amené à défaire, quoi, toutes ces gravures. Et puis, je recompose en découpant le papier. Là, c'est toujours, donc, toujours cette histoire, hein, du cosmos, les étoiles. Et puis, ça va donner ces peintures aussi. Je pourrais l'appeler ma période bleue. C'est caractéristique de ces peintures. Alors là, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que dans la composition, par exemple celle-là, moi il y avait une époque, j'ai pris un peu les distances avec ça, mais il y avait une époque, j'étais vraiment, Dali, c'était quelque chose qui représentait, Salvador Dali, hein, ça représentait quelque chose pour moi, c'était un repère, quelqu'un que je regardais beaucoup avant d'être aux Beaux-Arts et pendant longtemps aux Beaux-Arts aussi. Et c'est sûr que cette composition-là, elle réfère aussi à ce que Dali a fait avec la croix. Excuse-moi, voilà. Michael, c'est pour quelle année ça? Et tu peux nous redire c'est quelle période, s'il te plaît? Alors ça doit être en 86-87. Tu vois, c'est... Voilà, donc là, je vais sortir de... alors, attendez. Voilà. Donc, quand je sors de là, après, moi, je vais passer en... Voilà. Alors, ce qui va m'amener à... Je vais commencer avec ça. Ce qui va suivre, ce qui va m'induire un peu sur ce travail, ce type de travail-là, c'est... j'ai eu l'occasion de travailler avec une association qui faisait la promotion de la lecture et de l'écriture. Et menait... c'est une association qui agissait dans les quartiers en difficulté, où il y avait beaucoup d'immigrés. Voilà, j'ai été amené à travailler avec eux. Et donc d'avoir des activités au niveau des arts plastiques. Et j'avais eu l'idée de travailler, de leur faire produire des choses plastiquement à partir des écritures, hein, de toutes les écritures qui ont été inventées par les différentes cultures, hein, sur cette terre. Et puis après, j'ai réussi à partir de là, j'ai eu cette intuition, hein, que pour exprimer le monde à venir, qui est ce monde, le monde mondial, comme disait Michel Serres, avec un monde qui se rencontre aujourd'hui à travers tous les mouvements de migration, d'utiliser
justement tous les signes d'écriture pour produire ce ciel dans lequel on baigne, ce récit de contes, de légendes qui appartient à tout le monde et qui est véhiculé justement par l'écriture. Et d'utiliser précisément ces signes pour exprimer cette appartenance aux gens humains au-delà et dépasser le monde de frontières, le monde cantonné dans des frontières. Et ça, c'est un travail que j'ai fait là avec, avec des ondes de Chine, de la gouache, en fait, tout un travail de superposition. Mais là, on ne le voit plus. Et en dessous de toute cette apparence-là qui est comme des arabesques, il y a toujours des signes d'écriture qui sont entremêlés, recouverts par la couleur. Alors là, ce que je cherche, c'est justement c'est une conscience, c'est comme si c'était la Terre, mais avec une dimension cosmique. Ça court, j'aime bien rechercher toujours cet effet. Même aujourd'hui, je continue à, vous verrez plus tard, hein, parce que la forme ronde, ça revient régulièrement dans mon travail. Alors ça, c'était... Voilà, là, c'est un autre travail. C'est la peinture à l'huile sur du bois. Et vous remarquerez que ça semble être un bout de bois non pas parfaitement coupé au format désiré, mais plutôt comme quelque chose qui a été arraché, cassé d'une partie. Parce que effectivement, je recherchais. Et là, on voit justement si les peintures précédentes, on ne voyait pas les signes d'écriture, elles sont ici plus visibles. Oui. Mais là, l'idée, c'était justement comme si je pouvais arracher un bout de ce ciel des Écritures. C'est pour ça qu'il n'y a pas le format, la fenêtre parfaitement coupée, le rectangle. C'est comme un arrachement à une partie du ciel. Et là, c'est toujours ce travail avec sur les signes, l'écriture, avec une manière, la forme du carré lobé, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que symboliquement, oui, le carré lobé, c'est cette base, si vous rejoignez ces quatre coins là, vous avez un carré, et cette forme, donc, elle revient, c'est une forme symbolique qui est universelle, quoi. Ça renvoie toujours à l'implication du ciel et de la terre. Dans toutes les cultures du monde, le carré, c'est la terre, et le cercle, c'est le ciel. Donc là, dans ce travail-là, quand j'utilise le carré lobé, c'est pour parler de ça, quoi, cette relation. Et là, c'est un travail que j'avais fait un moment sur les nuages. Alors, l'idée du nuage, ça m'intéressait aussi par rapport aux questions identitaires. C'est-à-dire que ce que provoquent tous les mouvements migratoires, c'est des questions identitaires qui prennent toutes sortes de formes, hein, problématiques sur le plan politique. Et ce que je voulais proposer pour échapper à l'enfermement, une vision identitaire qui voudrait que les choses soient arrêtées une fois pour toutes. Et lorsque j'ai bien pris conscience que une identité, ce n'est pas une définition parfaitement arrêtée d'une vie, par exemple. Une société, ça vit, ça évolue dans le temps. Un individu, ça vit, ça évolue dans le temps. Si vous pouvez dire
Un couteau, c'est comme ça. Tel couteau, voilà, cette forme, elle est arrêtée, effectivement. Bien que dans le temps, les modes, ça change, la forme, ça peut changer, mais il y a une lame, un manche. Et, mais, en fait, une identité d'une société, d'une personne, en fait, c'est l'histoire de cette personne. Le Michael Elma qui vous parle aujourd'hui n'avait pas ses cheveux blonds il y a encore 20 ans. Et lorsque j'avais 6 ans, je n'avais pas la taille que j'avais aujourd'hui. Je n'avais pas la pratique de dessin que j'avais. Donc, on n'est jamais le même. C'est-à-dire que les gens qui disent la France n'est plus la France, je réponds aujourd'hui, mais la France n'a jamais été la France. La France, c'est l'histoire de la France. Et la France de Napoléon n'est pas celle de Charlemagne. La France de Saint-Louis n'est pas celle de Bonaparte, qui n'est pas celle de Charles de Gaulle, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Oui. Et donc, et un jour, je regarde, ce qui m'a amené là-dessus, c'était, je regardais un nuage, et puis un nuage, vous l'observez, et quelques secondes après, il n'a plus la même forme. Mais vous regardez le même nuage. Vous voyez, si vous l'avez donné un nom, ce nuage-là, il s'est déplacé un peu dans le ciel, il n'a plus la même forme. Et là, je me suis dit, ben, oui, ben, la vie ordinaire aussi, c'est ça, quoi. Ce qui est vivant, même l'arbre, là, il change tout le temps. Et que finalement, l'identité, c'est une bêtise de vouloir que la France soit la France, mais laquelle. Vous voyez? Et donc, je dirais que ce qu'il faudrait, c'est que mieux connaître l'histoire de France. C'est ça, en fait. Alors, donc là, je suis... Alors voilà, maintenant je vais passer à quelque chose que j'appelle la chair du monde. J'en suis venu, voilà. C'est ce qui a suivi. En fait, dans mon travail, il évolue autant. Ben, je m'interroge, en fait, c'est-à-dire que est-ce que c'est la forme en tant que telle? C'est les deux, quoi. Il y a une concordance. C'est-à-dire, à force de travailler sur une forme, par exemple, quand je travaillais sur les signes d'écriture, c'est en faisant évoluer, c'est le travail évoluant avec ce travail avec l'écriture qui m'amène comment dire, à un nouveau, dans un nouveau champ, un nouveau territoire qui me fait voir aussi une nouvelle compréhension. Voilà. Et la chair du monde, c'est ça. C'est-à-dire que ce travail sur les signes, l'écriture, ben, la caractéristique, c'est, vous voyez, cette peinture, elle est rouge, et les peintures que vous avez vues avec les signes et les écritures, se caractérisaient aussi par la couleur rouge. Et donc, c'est le travail interne sur les écritures, dans son évolution, qui m'a amené vers cette chose-là, qui à un moment me proposait une compréhension du monde. Et donc, cette compréhension, elle est celle-là. C'est-à-dire que ce que j'appelle la chair du monde. C'est-à-dire que je vois l'humanité, enfin, oui, l'ensemble des peuples sur cette terre et leur culture comme un corps. Et que les cultures particulières constituent les organes de ce corps. Et donc, vous voyez bien que là où je veux en venir, c'est que les gens il y a des craintes. Par exemple, il y a des craintes et il y a des réalités aussi. C'est-à-dire que, bah, historiquement, c'est sûr que ce qui s'est passé avec les Indiens aux États-Unis, ce qui s'est passé avec la population qui habitait en Tasmanie, qui a entièrement disparu. Il faut savoir, les aborigènes de la Tasmanie ont entièrement disparu. Bon. Bien, moi, je dis que il n'est pas normal qu'on fasse disparaître des organes de ce corps. Quel rapport avons-nous avec notre corps terrestre en tant qu'humanité? Si nous
croyons qu'on peut se permettre de faire disparaître des organes. Oui. Et oui, d'une part, il y a ce questionnement, mais il faut aussi entendre des petits organes, je dirais, qui ont l'impression de subir l'exercice dans la relation qui les minore tellement qu'il y aurait ablation. Oui. Et que la vision justement d'une humanité comme un corps, que ce serait une chair vivante, c'est qu'on aurait le souci, on a tous le souci de préserver son intégrité corporelle. Eh bien, il suffit de l'appliquer au monde, d'avoir cette vision d'une humanité qui est un corps. Voilà, donc moi j'ai fait un travail important là-dessus. Là, ça reprend un élément comme cette forme-là, moi j'aime beaucoup ça. On peut dire que c'est un fragment du carré lobé. Donc la caractéristique de ce travail-là, c'est un travail uniquement sur la chair du monde, beaucoup la couleur rouge et sur la picturalité essentiellement, qui vise non pas à représenter des organes, par exemple, mais dans la qualité picturale, à faire ressentir le caractère organique. Voilà, c'était ça mon défi pictural dans ce travail. Alors après, au moment où je travaillais sur, ça m'intéresse aussi dans ce rapport, donc je travaillais sur la chair du monde. Et au moment où je travaillais là-dessus, je faisais revenais à La Réunion pour passer des vacances. Et puis je constatais aussi des changements radicaux dans caractéristiques de l'urbanisme réunionnais. Et donc j'ai trouvé une situation qui était qui me laissait pantois, un peu désolé aussi, parce que c'était un bétonnage qui niait justement ce qui faisait un trait caractéristique de la culture populaire réunionnaise. C'était l'époque où, à ce moment-là, on se targuait de protéger le patrimoine architectural de la Réunion, mais c'était seulement les maisons, le type de grandes maisons qu'il y a à la rue de Paris, à Saint-Denis. Et puis moi, je regardais ça, je me dis, mais non, mais c'est pas tout, il y a un autre aspect de l'architecture réunionnaise à la Réunion. Ce sont les cases populaires, colorées. Et tout ça était en train de disparaître. Et là, donc, vous voyez très bien que je vous ai parlé d'ablation tout à l'heure. Et on était en train d'enlever, de supprimer un organe dans le corps du monde. Vous voyez? Et donc là, je me suis attelé à montrer aux gens, à tenter de montrer, regarder ce que personne ne voulait plus voir et qui valait d'être vu et sauvegardé. Et donc, je me suis interrogé sur ce qui faisait les caractéristiques de cette architecture, notamment l'apport coloré, la question de la couleur sur la maison, le rapport de ces couleurs, de ces maisons aux couleurs, avec le jardin, avec son environnement, le rapport qu'il y avait aussi avec cette population dont on dit qu'elle est une population de couleur. Alors donc, il y avait une cohérence, quoi. Alors, pourquoi la dilapider, cette cohérence? La jeter avec les eaux du bain, comme on dit. Et donc, j'ai fait tout un travail
de valorisation, clairement. Et en faisant toute la recherche pour pousser la défense, je pourrais dire que c'était moi, ma défense et illustration de l'architecture créole. Vous savez, vous connaissez ce texte peut-être, je ne me rappelle plus, c'est un auteur français du XVIe siècle, je crois. Défense et illustration de la langue française. Et moi, j'ai fait défense et illustration de l'architecture populaire réunionnaise. Voilà. Et dans ce cadre-là, j'ai retenu quelque chose, c'est un proverbe chinois que je voudrais redire ici. Et ça, c'est aussi, lorsque je dis ça, je reconnais le questionnement qu'il y a à travers ce que je vais vous dire par rapport à une réalité, là encore, qui court, qui est pratiquée de plus en plus en ce moment. Bon, ce proverbe dit « La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède, elle appartient à celui qui la regarde. » C'est fabuleux, non? C'est ça l'urbanisme. C'est ça faire la ville. Eh bien, il ne me reste que les yeux pour pleurer lorsque je lis ça et que je vois depuis très longtemps maintenant, ça a commencé, ça empire de jour en jour, c'est que on voit de moins en moins les façades parce que il y a une obsession aujourd'hui à monter des murs de 2 mètres et plus, de façon à ce qu'on ne voit plus les façades des maisons. Eh bien, ça dit tout, je crois. Je crois que je peux dire qu'il y a une dégradation de la relation à La Réunion. Et si justement, je me souviens qu'un trait caractéristique de la relation créole, de ce que c'était cette façade, là où les gens à l'époque s'asseyaient, prenaient le frais devant leur maison et s'entretenaient avec les passants, invités à l'enfer. Même à l'enfer, c'était pour inviter à manger le passant. Ben aujourd'hui, on ne veut même plus voir son voisin. Ça dit quelque chose de la société, ça. C'est pas rien, il y a un durcissement, je pense, il y a quelque chose qui est... moi, ça ne me laisse pas indifférent, comme tout ça. Et bon, certes, il y a eu des mesures qui ont été prises pour préserver les cases créoles colorées. Et ce qui m'a... Donc, j'avais fait un travail qui avait été vu. D'abord, la première sculpture que j'ai montrée, c'était en 1994 avec Marcel Tavé à la Petite France, cette sculpture. Et puis après, dans la foulée, j'ai pu exposer à l'Artothèque où j'ai montré d'autres. Celle-là, cette petite sculpture-là, par exemple. Et aussi les façades. Et donc, j'avais fait ce travail, mais je voulais toucher aussi les gens qui étaient concernés au premier chef par ces questions, c'est les architectes. Et je me suis dit, il faut que je fasse une exposition au CAU. Et donc, j'étais rentré à Marseille et je me suis mis à dessiner. Voilà, j'ai fait donc, je voulais parler de la couleur avec des architectes. J'ai fait des dessins en noir et blanc. Alors, vous voyez. Mais, en fait, le dessin, c'est aussi un support pour une parole. On peut parler de quelque chose dès lors qu'il y a une composition, une proposition formelle en dehors même de ce qu'on veut, de
ce dont on veut parler précisément, la couleur par exemple, si le support sur lequel, ou le vecteur de la parole est suffisamment construite, structurée, eh bien, elle constitue un support suffisant. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai pu faire après une exposition au CAUE. Le CAUE, c'est le conseil en architecture, urbanisme et environnement. N'importe quel citoyen peut s'adresser au CAUE pour aller chercher conseil, pour construire sa maison, transformer, tout ça. Et donc, c'est à la suite des entretiens que j'ai eus avec le CAUE, où je leur ai proposé finalement de voir aussi avec la DRAC, puisqu'on protège et on finance la réhabilitation de ces grandes maisons de maître de la rue de Paris, à Saint-Denis et ailleurs, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose si on n'aiderait pas, on ne financerait pas, il n'y aurait pas des aides pour préserver ces petites cases? Voilà, c'est ce qui a été mis sur place à la suite justement de cette exposition au CAUE. Et des fois, lorsque je repense à mon parcours d'artiste, je me dis, j'aurais au moins fait ça de ma vie avec mes dessins et mes peintures pour mon mieux. Puisque vous avez vu tout à l'heure, il y a un moment, j'ai toujours avec moi cette pierre qui est symbole de mon cœur de réunionnais, le cœur créole qui bat toujours là. Et alors donc, le travail se poursuit. Alors, après, je crois que je peux passer à ça. Alors, c'était en 2012, je crois, j'ai eu une résidence d'artiste dans un centre, un CCR, Centre Culture Rencontre, qui est un centre d'art à Ambronay. Ambronay, c'est dans l'Ain. C'est un peu au-dessus de Lyon. Il y a là un centre d'art qui reçoit surtout, c'est dans une petit village très ancien avec une abbaye. Le centre d'art est dans cette abbaye d'ailleurs, cette ancienne abbaye. Il y a là un festival de musique baroque, mais il reçoit aussi parfois des plasticiens. Et donc, j'ai été amené à faire une résidence là-bas. Et au final, voilà, j'ai été amené à faire ma proposition parce qu'il fallait faire à la fin, autant que possible, faire une proposition qui soit réalisée sur place et laissée en place définitivement. Bon, moi, j'ai fait une première proposition qui était un kiosque à musique qui s'est révélé d'un coup trop important pour que ça soit réalisé. Donc, après, j'ai fait une seconde proposition qui a abouti finalement sur une exposition virtuelle sur le site de ce centre d'art. Ma proposition, c'était de faire des étendards. Parce que au temps où cette abbaye était conçue, c'était le temps des chevaliers. Et donc, ce qui m'a intéressé avec ces étendards, c'était la question de l'affirmation de l'identité. Et je me suis posé, parce que je m'étais intéressé aussi à... C'est toujours en cours, hein, je m'intéresse toujours à ça sur les blasons, qui sont des figures symboliques nominatives et qui identifient très fort. Et aujourd'hui, on croit que les blasons, c'est un privilège de nobles. C'est absolument faux. Historiquement, c'est faux. Et présentement, c'est faux. C'est-à-dire que la République reconnaît à chaque citoyen le droit de voir son blason. Ce qui est interdit, c'est d'avoir un blason identique à un autre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire des recherches et ne pas faire ce qui existe déjà. Et donc, historiquement,
au Moyen-Âge, tout le monde pouvait avoir un blason. Mais il arrivait un moment où il y a un monarque qui a mis un impôt sur les blasons, et donc le peuple, lui, a préféré abandonner son blason plutôt que de payer cet impôt. Et c'est comme ça, pour la suite, on a cru que le blason était réservé aux nobles. Et donc, par rapport à la question de l'identité qui semble si fragile, je me suis dit, mais peut-être que les gens, aujourd'hui, soumis tous au flux de la consommation, sentent leur vie aussi emportée par ce flux, ont l'impression de ne plus exister, alors qu'ils peuvent avoir une figure qui se transmet de génération en génération, c'est ce que font les nobles, et qui permet d'avoir un ancrage repérable qu'on peut avoir chez soi. Et donc, moi, j'ai travaillé là-dessus. Alors, j'ai travaillé là-dessus pour faire des propositions dans ce centre-là. Mais ce que vous remarquez tous, c'est cette forme au milieu, qui est une silhouette d'une tour. C'est parce qu'avant de faire ce travail, j'avais travaillé sur la tour de Babel. Mais ça, ce n'est pas la tour de Babel, c'est Babel créole. Alors, il va falloir que je vous parle de ça. Donc là, je vous montre quelques mises en place virtuelles de ces fanions sur le site de l'abbaye. Et donc là, vous pouvez voir aussi que si je pratique la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, et bien je me suis mis aussi à l'infographie. Voilà, j'ai mis du temps à faire ça, avant de venir à ça, mais aujourd'hui, c'est aussi un médium que j'utilise. Alors, pour vous parler de Babel créole, c'est une interprétation. Ce qui m'a emmené à Babel créole, je vais revenir peut-être là-dessus. Donc, vous voyez, lorsque je travaillais sur ces façades, et lorsque j'ai fait la première sculpture que vous avez vue tout à l'heure, ce petit volume, donc après, j'ai décliné, j'en ai réalisé plusieurs de cette forme, mais au bout d'un moment, je trouvais ça un peu répétitif. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir d'autres propositions. Et c'est comme ça que, en superposant des formes de ces petits volumes, j'en suis venu à créer cette forme de Babel créole. Alors, Babel créole, qu'est-ce que c'est? Là, j'en suis venu à faire ça. Pareil, cette concordance de formes. C'est-à-dire que là, j'ai voulu faire évoluer une forme. Et lorsque je l'ai faite, je regarde, je me dis, ah oui, c'est une tour. Et je pense, tout de suite, je pense à la tour de Babel. Et là, je me dis, mais non, mais la tour de Babel, je me souviens du récit, le récit originel. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe originel de la tour de Babel. Je ne sais pas. Hein. Enfin, le mythe originel, c'est ça. C'est que les humains, ça c'est dans la Bible, hein, la mythologie, c'est que les humains veulent construire une tour pour aller jusqu'au ciel. Dieu voit ça comme une prétention, un orgueil phénoménal, et les punit en leur donnant les langues. Il y avait donc une humanité qui se comprenait. Cette humanité-là, se sentant toute puissante, veut aller jusqu'au ciel. Dieu le punit et leur donne les langues. Ils ne se comprennent plus, ils ne peuvent plus construire la tour, ils ne peuvent plus aller jusqu'au ciel. Que dit ce récit?
Ce récit dit l'humanité, dans toutes ses différences culturelles, ne peut pas s'entendre. Ça, c'est le récit originel. Et puis, moi, je regarde la Réunion. Et donc, ce premier récit, c'est celui de la dispersion. Ils vont se disperser sur la terre et ils ne se comprennent plus, ne s'entendent plus. Et moi, je regarde la Réunion, je me dis, mais sur ce petit territoire, les peuples ont convergé, ne se sont pas dispersés. C'est le premier constat. La Réunion, c'est un lieu de convergence et non pas de dispersion. Le deuxième, c'est, malgré toute l'histoire qui a été ce qu'elle était en termes de violence, eh bien, on est en train de forger un savoir-vivre avec les différences. C'est une expérience particulière, et cette expérience particulière ne peut pas se fonder sur ce récit initial qui dit que c'est impossible. Il nous faut donc écrire notre récit, notre mythologie. Et donc, voilà, cette histoire de Babel créole, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas une tour qui veut aller jusqu'au ciel. Je fais juste une tour qui est composée de quatre éléments, 4 étages, composés de 4 portes ouvertes sur les 4 directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est le lieu de la relation. C'est la tour de la relation si chère à Édouard Glissant. Alors ça, c'est donc, il faut que je dise aussi comment, à un certain moment, et là je remonte lorsque, au début, vous avez vu comment je me référais à mon récit, à ce que j'avais appris aux religieux, au discours de l'entente, comment dire ça, de l'œcuménisme, voilà, qui réfère aux religieux. Que je n'avais pas à ce moment-là cette structure intellectuelle. Eh bien, il y a des gens qui sont arrivés dans les années 90, des intellectuels, pour éclaircir ce que c'était que le monde créole, la créolité, la créolisation. Et là, ils sont venus confronter mon travail, ma conscience d'être créole, ils sont venus me proposer une perspective d'avenir par rapport à ça, que la créolisation, la créolité n'est pas une insularité, ce n'est pas une touristique, ce n'est pas des petits territoires où une curiosité sociétale s'est installée, mais juste pour ce territoire-là. Vous voyez, où on va en vacances, et puis après on revient, on oublie. Non, aujourd'hui on le voit dans toutes les grandes villes occidentales ou pas, il y a des mouvements de convergence, des mouvements de migration qui poussent à la rencontre des peuples. Or, ce qui prévaut toujours, c'est le mythe biblique de l'incompréhension, de l'impossibilité. Eh bien ça ne peut pas être le devenir, puisque la réalité, elle est tout autre aujourd'hui. Il nous faut donc, tout le monde, tous les artistes réunionnais même, je dirais, devraient être sur ce terrain de l'invention d'une nouvelle mythologie pour le devenir de la Réunion, mais pas seulement de la Réunion, et du monde, un devenir du monde. Voilà, ça concerne Babel créole. Et donc, moi, je poursuis. Alors là, je vais aussi vous montrer, par rapport à cette histoire de blason, ce que j'ai fait aussi. Et donc, pour affirmer, j'ai travaillé aussi sur les blasons. Vous savez, toutes les communes de France ont un blason. La France, elle a un blason. Et toutes ces communes ont un blason. Et là, les communes de l'île ont un blason. Et donc, j'ai eu l'idée, moi, de faire un travail pour affirmer notre caractère, quoi, le type de société qui caractérise les villes, enfin la société réunionnaise, c'est-à-dire que nous sommes un monde créole. Et c'est une manière d'affirmer, en accolant cette forme
qui est la silhouette de Babel créole, à tous les blasons de l'île, des communes de l'île. Donc, j'ai fait un travail comme ça qui est en cours, hein, parce que j'ai commencé à le montrer. J'en ai une dizaine, là, je ne vous montre pas tout, mais je n'ai pas fait ça avec encore toutes les communes de l'île. Je ne les ai pas toutes encore. Voilà. Et donc, là, le principe consiste à repérer des choses qui réfèrent à la vie culturelle ordinaire du Réunionnais, que ce soit ce qu'il mange, les fruits qu'il pousse dans son jardin, le sol, comment il construit. Là, vous voyez, c'est de la tôle, des formes ornementales, l'ornement, et d'accoler ça sur cette silhouette de la tour. Là, c'est du riz, vous voyez. Et ça, c'est le blason l'entre-deux. C'est le blason de Saint-Denis. Ça, l'Asie. Voilà. Donc, Michael, excuse-moi, il est déjà 18h42. Donc, je ne sais pas si ah ouais. ça compte encore long, Oui. mais pour qu'on ait un peu de temps peut-être d'échanger. Voilà, je voulais juste te donner cette information. Oui. Alors, je veux juste faire... Je voudrais parler, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, je viens de parler de créolisation. Vous voyez, créolisation, là, j'en ai parlé par rapport à la Réunion, par rapport à la réalité. Mais ce que je cherche à faire aussi, c'est de donner de la profondeur historique à la question de la créolisation. Parce que quand on entend, même si on écoute des intellectuels comme Édouard Glissant, on va en faire quelque chose d'une problématique actuelle. Mais ce que j'ai constaté, moi, ce que je peux dire, c'est que cette histoire, la créolisation, ça a toujours existé, en fait. Et que même dans le domaine artistique, on peut y trouver des preuves. Voilà. Et en fait, ce qui m'amène à dire ça, c'est que j'ai découvert les armoiries d'Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, le graveur et peintre, hein, allemand du 15e, 16e siècle. Albrecht Dürer a sur ses armoiries une tête de noir. Quand j'ai découvert ça, alors là, j'ai ouvert des yeux, j'en revenais pas. Et puis, en faisant des recherches, j'ai trouvé que à cette époque-là de Dürer, c'était l'époque de la Ligue hanséatique, hein, où il y avait une bourgeoisie qui était extrêmement enrichie avec le commerce des peaux pour la fourrure avec les pays scandinaves, et qu'il y avait, il n'était pas le seul à avoir sur ses armoiries une tête de noir. Il y avait aussi d'autres familles, d'autres bourgeois ont figuré sur leurs armoiries une tête de noir. Et je découvre aussi après qu'en Allemagne, il y avait un village avec des noirs. Il y avait des dignitaires africains qui envoyaient leurs enfants en Allemagne à l'université. Et là, on est au XVIe siècle. Et au XXe siècle, et Dürer, vous savez, il a vécu à Nuremberg. Et vous savez ce qui s'est passé au XXe siècle à Nuremberg, après les nazis, les grands rassemblements nazis. Voilà, donc il y avait une voie possible. Parce que Dürer, après, il y a deux dessins de Dürer, une jeune femme et un jeune homme noir. C'est-à-dire que Dürer, il a fait leur portrait, il les a rencontrés. Voilà un moment de créolisation. Lorsque vous avez un artiste qui demande à une personne de poser pour lui, eh ben, c'est qu'il trouve cette personne, il y a une empathie qui engage cette demande. Et bien, ce moment-là, c'est la relation chère à Édouard Glissant. Et cette relation-là qui fait la créolisation, cette relation à l'autre. Il y avait cette possibilité au 15e, 16e siècle en Allemagne. Et donc, voilà, il y a eu un moment, une histoire qui a amené vers un désastre, mais le chemin vers la créolisation du monde est toujours possible.
Voilà, donc je laisse la parole s'il y a des questions. Ah oui, non, je n'ai pas montré ces images. Oui, dire si tu peux zoomer, s'il te plaît. Oui, pardon. Alors là, je vous montre, parce que là, depuis quelque temps, c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps en tête. C'était de faire aussi, parce que Duret était graveur sur cuivre, mais il était aussi graveur, gravé sur le bois aussi. J'avais ça depuis très longtemps en tête. Et puis en 2017, j'ai eu l'occasion, il m'a été proposé de participer à un symposium sur la gravure, en gravure en Hongrie. Alors j'ai sauté sur l'occasion parce que vous savez que Dürer, il est originaire de Hongrie. Et alors Dürer, et son nom, Dürer, vient du hongrois Türer, qui veut dire porte. D'où ces armoiries qui sont ce qu'on appelle des armes parlantes. C'est-à-dire que vous voyez cet élément-là, cet élément-là, avec les deux portes là, ici, figure sur les armoiries de Dürer. Et c'est singulier que cet artiste-là, après, fait aussi une gravure qu'on appelle Mélancolia, avec un horizon, qui figure aussi sur ces armoiries. Et donc là, moi, je reprends cette forme-là, qui est la porte sur ces armoiries, mais depuis, j'ai aussi fait un travail sur Dürer par rapport au polyèdre qui figure sur Mélancolia. Et ici, ça réfère à autre chose, qui est une interprétation aussi, qui est comme un œil, là, qui est une pupille, qui est une interprétation du récit du mythe biblique de Caïn et Abel, que j'ai aussi réinterprété à travers la vision créole. Voilà. Donc, je fais passer ces images. Là, c'est pareil avec le polyèdre, le travail sur le polyèdre. Donc, là, donc, il y a plusieurs éléments. Il y a Babel créole, il y a la forme de la pupille qui réfère à Caïn et Abel, et ici le polyèdre de Dürer, qui est, pour moi, aujourd'hui, ce polyèdre, il est comme un diamant, le diamant taillé de la créolisation. Ça, ce sont des dessins, c'est pas des gravures. Voilà. Bon. De quand, s'il te plaît, Michael? Pardon? À quelle période? Ça date de quand, s'il te plaît? J'ai pas bien compris. Ça date de quand? C'est quelle année le travail Ah, que tu viens alors, là, les gravures sur bois, là, c'est... Alors, les 3 premières, là, c'était 2017. Et puis, celle-là, c'était il y a 2 ans. Mais c'est en cours, ce travail. Enfin, le travail sur avec le polyèdre, ça court toujours. Après, je peux faire... Alors, je vais vous montrer ici. S'il y a des questions, là, je suis prêt à répondre. Et, sinon, je peux toujours envoyer des images. Oui, peut-être une petite question. Oui. Donc, en 2000, tu parlais, du coup, dans cet entretien-là qu'on va mettre à disposition des étudiants, tu parlais de ton rapport au politique qui est un rapport très fort et tu disais que le politique est vraiment indissociable de ton positionnement artistique. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours sur ce positionnement-là? Eh bien, je crois que uniquement de travailler sur la question de la colonisation, c'est politique aujourd'hui. Curieusement. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que ça a été explicité, cette question,
ce que c'était que la créolisation comme processus. Il n'y a personne, aucun personnel politique qui prononce ce terme. Il y a un seul, dernièrement, qui l'a pris, et c'est tout récent. C'est l'année dernière, c'est Mélenchon qui l'a utilisé comme terme. Pour la première fois, j'ai entendu, la dernière fois, et le seul à utiliser ce terme. Comment, dans un pays qui s'appelait la France, et dont le territoire passe par la Nouvelle-Calédonie, par la Guyane, par la France polynésienne, la France mélanésienne, la France amérindienne, la France caribéenne, la France indienne océanique. Comment aucune personnalité politique ne l'utilise, ce terme? Alors que la question fait débat ici. Les transformations de la société fait débat, personne n'utilise ce terme. C'est quand même quelque chose. Vous voyez? Alors, je vais faire passer. Alors, ce que je fais aussi, c'est là, c'est un travail en infographie. Ça, c'est la place des nations à Paris. Vous voyez, après, je fais comme si c'était. Je crée des situations réelles où je pose des baboles créoles dans la ville. Vous voyez, là, ici, là, c'est la tour Babel créole. En haut de la colonne. Il y a 2 colonnes sur la place de la nation à Paris et j'ai incrusté ça en termes de possibilités. Est-ce que c'est une forme de colonisation de l'espace public? De créolisation, oui. Oui. Oui, c'est... Après, c'est comme je disais tout à l'heure, par exemple, se soucier de la politique, c'est aussi... on pourrait dire la même chose. Moi, je suis d'une génération qui a connu les engagements de la population au temps de la fin des années, toutes les années 70, parce qu'il y avait encore la guerre du Vietnam. Tu vois, les artistes se positionnaient par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a un silence. Par exemple, c'est pour ça que je dis, rien que ce que je viens de dire tout à l'heure sur les Chagos, c'est une manière de prendre position par rapport à quelque chose. Parce que personne ne parle des Chagos. Personne. C'est un scandale phénoménal d'avoir de force déplacer ces gens pour y mettre. Parce que, alors, s'il y a quelqu'un que j'aimerais rencontrer, c'est Olivier Banco. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Olivier Banco. Olivier Banco qui mène toujours la lutte pour retourner sur les terres, sur leur pays, là où ils étaient. Il a gagné devant tous les tribunaux. Mais qui fera partir les Américains? Et qui les appuiera? Vous voyez, ils n'ont jamais posé de bombe. Ils n'ont jamais pris un fusil. Voilà. Et donc, ça, c'est politique d'en parler. Juste ça. Juste dire, vous savez, c'est ça. Les Chagos, ils habitaient là. On les a fait partir de force. Aujourd'hui, il y a quelque chose en place. C'est un blackout total. Informer les gens, juste ça. C'est déjà s'engager un peu pour eux. Alors, ça, c'est une tour de Babel créole que j'ai faite tout en plexiglas. C'est assez difficile à photographier après. Pardon? Que concernant les Chagos, il y a Mounir Alaoui qui a fait un film, oui, une vidéo sur les Chagos. Oui, oui. Il y a quelques artistes aussi qui effectivement sont dans cette dénonciation et ce positionnement politique. Oui. Juste, ça me fait penser au travail de Mounir Alaoui. Je ne sais pas si tu le connais, il est prof actuellement à l'école et il a... Oui. Oui. Je connais de nom. Ouais. Oui. Alors ça, c'est un moment, par exemple, ces œuvres-là, je les avais appelées Babel ardente. Alors, c'est un substitut. Je la propose à travers la vision de la créolisation de remplacer pour remplacer le buisson ardent. Parce que là, il faut connaître un peu
le mythe biblique pour comprendre. Hein, c'est quand Moïse il va sur la montagne, Dieu lui apparaît sous forme de buisson ardent, il va lui donner les tables de la loi, il va revenir avec pour apporter la loi à son peuple. Et donc là, c'est aussi, parce que si on a comme ça la certitude d'un devenir du monde, quoi, qu'il soit créole, et je la vois comme une loi pour l'humanité, c'est la créolisation. Oui. Cette obligation de faire avec le divers. Et c'est pourquoi là, j'ai intégré ça. Babel créole devient la loi de l'humanité. Alors là, ce que je fais aussi, vous voyez, moi quand je fais de la peinture, je change de support, je peins sur bois, sur un bois très lisse, sur un bois qui a du grain, comme de l'aggloméré, je peins sur la toile de jute, je peins sur du coton, je peins sur la toile de lin à prêter. Et là, j'ai voulu expérimenter. C'est une manière pour moi d'assumer le divers, de ne pas peindre tout le temps de la même manière, de privilégier un support et tout ça. Vous voyez, chaque fois je me confronte avec un nouveau support, une nouvelle peau. Et donc là, dans toute cette suite-là de Babel ardente qui est peint sur du bois, eh bien, j'ai expérimenté la manière de peindre asiatique. Vous savez, les Orientaux, les Chinois, les Japonais, tout ça, dans leur peinture traditionnelle, hein, c'est pas, nous, on fait des couches et des couches de peinture, on la séchonne, on reprend, on gratte et tout. Eux, ils posent une fois et réfléchissent tout. C'est comme pour la calligraphie. Vous voyez? Et là, c'est pareil, c'est pas repris. C'est de la peinture à l'huile, c'est de la laque, mais je passe une fois les choses comme ça, je ne reprends pas. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une manière d'être créole aussi dans ma manière de produire des œuvres. C'est d'assumer des façons de faire qui n'appartiennent pas forcément à l'enseignement occidental. Dans la manière de peindre, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que certains souhaitent s'exprimer? Alors ça, c'est de la gravure. Ce sont des œuvres récentes, Michael? Non. Anciens? Ouais, c'est oui, il y a quelques années. Ouais. Là, c'est un dessin. Là, c'est de la gravure. Là aussi, hein, c'est de sortir des formes traditionnelles du carré ou du rectangle. C'est des gravures reprises à l'acrylique. Parce que des fois, quand on fait une gravure, on l'imprime et puis ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle un premier état, le deuxième, le troisième. Et parfois, je les conserve et je les transforme après avec de la pierre noire ou du fusain ou de Chine ou l'acrylique, comme ça, ou du pastel. Ok. Il est 19h, Michael, je pense que... Oui. Je pense qu'il va falloir qu'on clôture la conférence. Oui. Ah, oui, c'est que tu me laisses terminer l'entretien. Non, est-ce que toi tu souhaites rajouter un dernier mot? J'ai demandé si voilà, le public avait des questions, mais apparemment pas de questions. Est-ce que tu souhaites conclure? Écoute, j'espère que l'école des beaux-arts du port forme des artistes dont le travail va conforter et structurer avec une puissance propre
accompagner le devenir du monde dans la colorisation. Voilà. Merci. Que l'école des beaux-arts du monde du port t'entendent. Oui. En tout cas, merci pour voilà, la richesse de tes propositions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, vous aussi. Au plaisir. Et quand tu repasses par ici, à une conférence. Ok. Voilà. Au revoir. Merci. Bonne soirée, Michael. Au revoir. Merci. Merci.